Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence avec Wadi Choueri sur le phénomène d'emprise dans les relations professionnelles autour de son ouvrage L'emprise au travail, la comprendre sans libérer. Donc cet événement est organisé par les éditions ESF Sciences Humaines. Je suis Herminie Baudry, chargée de communication chez ESF, justement. Pour vous présenter très rapidement la maison, ESF Sciences Humaines, on publie des ouvrages de formation et de développement professionnel, dont beaucoup d'ouvrages s'adressent aux professionnels des ressources humaines et aux formateurs. Peut-être que vous avez notamment déjà entendu parler de notre collection formation permanente. Depuis de nombreuses années, ESF, on est impliqué dans les questions justement des relations au travail. Nous sommes par exemple le premier éditeur à avoir publié sur la médiation professionnelle en entreprise en 2001. Et en dehors de l'entreprise, nous avons aussi publié dès les années 1990 des ouvrages sur la question du harcèlement à l'école. Donc, ce sont des sujets assez complexes, mais très intéressants, auxquels nous sommes particulièrement sensibles. Et c'est pourquoi nous avons publié le livre de Wadi, L'emprise au travail, la comprendre sans libérer. Donc, il est paru chez ESF Sciences Humaines en 2020. Bonjour Wadi. Bonjour Hermine. Bonjour. Donc, je rappelle que ton livre est disponible donc en librairie et sur le site des éditions SF Sciences Humaines. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, voire le commander. Pour un petit rappel à tout le monde, donc l'événement durera 1 heure. Nous sommes ensemble jusqu'à 19 heures. On va d'abord échanger, Wadi et moi-même, et ensuite on prendra le temps de répondre à vos questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à droite du chat. Vous avez un onglet questions. Donc vous pouvez poser toutes vos questions, on les prendra en compte à la fin. Si une question a déjà été posée et que vous souhaitez, c'était la question que vous souhaitez poser, vous pouvez aussi voter. Il y a une petite flèche, je crois, à côté des questions qui s'affichera. N'hésitez pas à le mentionner, comme ça les questions qui auront suscité le plus d'intérêt passeront en priorité. Bonjour donc Wadi, bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes assez nombreux. Avant de commencer, Wadi, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter et nous expliquer pourquoi ce livre sur l'emprise au travail? Déjà, merci Herminie de me donner la possibilité de partager autour de ce sujet intéressant. Euh, pour me présenter rapidement, en fait, je suis d'origine libanaise, je suis arrivé en France il y a une quarantaine d'années et j'ai entrepris plutôt des études de mathématiques dans un premier temps. J'ai été entrepreneur, je me suis intéressé au champ social et j'avais envie vraiment d'aider des personnes en grande difficulté pour revenir dans la vie professionnelle. J'ai été aussi consultant en ressources humaines et surtout, depuis plus de 20 ans maintenant, je suis accompagnant, souvent auprès de comités de direction sur des questions de sens, d'action, de cohésion des collectifs et quelquefois et de plus en plus sur l'accompagnement de collectifs qui souffrent, euh, qui se retrouvent dans des situations de tension et de rupture pour conduire une forme, on peut dire, de réconciliation ou de réhabilitation du lien. Je suis un praticien de l'entreprise, quelque part. Euh, quand, à l'époque, j'avais travaillé dans le champ social, j'avais été profondément touché par une personne en déshérence. Et il m'était insupportable, finalement, d'avoir vu cet homme en difficulté dans la rue et de ne rien faire pour lui. Là, quelque part, c'est identique. Euh, pour fréquenter l'entreprise, pour l'avoir vécu de l'intérieur, pour être ce praticien-là, j'ai vu à plusieurs reprises se tisser quelque part des relations toxiques, autant au niveau individuel que d'une façon quelquefois plus systémique. Et c'était important pour moi de tenter de répondre à ça. Euh, et je me suis rendu compte, en fait, chemin faisant, que étudier cette question de l'emprise, c'était aussi étudier notre façon de faire société. Au-delà de cette aura qui peut paraître noire dans cette histoire d'emprise, dans nos torsions, il y a quelque chose à comprendre et quelque chose peut-être à découvrir de ce qui nous relie. Voilà.
Merci Wadi. Je vais commencer. D'abord, moi, j'avais une première question. Comment est-ce qu'on peut décrire l'emprise? Dans le livre, tu parles d'empreneur, d'empreneur, mais aussi de terreau. Est-ce que tu peux préciser un peu toutes ces relations? À quoi ça Je vais correspond essayer. exactement? Je vais essayer de le faire assez rapidement. L'emprise, c'est l'expression d'une dérive. Ça peut être intéressant de regarder ce mot qui est emprise. Si on regarde ça dans le dictionnaire, ça désigne une prouesse chevaleresque, un ascendant intellectuel ou moral, quelquefois une domination physique. Et pendant que j'étais en train de faire ma thèse, en fait, sur la question, j'avais rencontré un autre thésard qui travaillait plutôt en méthode des gestions. Et il m'avait dit, mais comment on le dit en anglais? Et j'avais été regarder et j'avais été très surpris, très étonné. Parce que je me suis rendu compte, en fait, que quand on prenait ces deux termes, holding et handling, qui sont vraiment des termes forts chez Donald Winnicott, qui avait été pédiatre et psychanalyste, qui avait beaucoup travaillé sur la façon dont la mère, en fait, prend l'enfant, s'occupe de lui, le nettoie. Et il avait utilisé ces deux termes-là, comment elle le tient, holding, et handling, comment elle le nettoie. Je me suis rendu compte, en fait, que ces termes, quand on les traduisait, pouvaient aussi être traduits par emprise. Et là est née vraiment une réflexion qui me disait, mais emprise, on pourrait quasiment l'écrire en deux mots, emprise. Et d'une certaine façon, on pourrait se dire, il y a quelque chose de ça qui peut être bon. On pourrait même parler d'ascendant. Est-ce que ascendant, protection, tenue de quelqu'un, est-ce que ça peut être bon à certains moments? Et à d'autres, est-ce que ça ne devient pas abusif? Et là, ça prend complètement son sens actuel d'emprise qui est très, très connoté négativement, effectivement. Hmm. Et l'émergence justement du terme emprise, on en entend beaucoup parler en ce moment, de plus en plus. Est-ce que ça dit quelque chose de particulier sur notre époque? Le mot en lui-même est très utilisé aujourd'hui, probablement surutilisé, mais l'emprise a toujours existé. Comme je viens de le dire, en fait, c'est une façon de faire lien avec l'autre et une façon de faire lien collectivement. Une façon très souvent abusive. Donc c'est quelque chose qui existe. Peut-être que l'émergence du mot exprime quelque chose d'une plus grande conscience de soi et peut-être d'un souci de soi dans l'époque actuelle où on commence à nommer les choses. C'est rentré dans le vocabulaire courant et c'est plus, voilà, on s'approprie un certain nombre de termes, peut-être qui nous étaient interdits avant, et on nomme les choses. Et ça peut être intéressant de les nommer à bon escient pour ne pas se tromper sur ce qu'on est en train de dire. Hmm. Et du coup, cette relation qui est complètement clairement toxique, comment est-ce qu'elle se nourrit? Parce que du coup, une personne va accepter l'inacceptable dans ses relations professionnelles. Qu'est-ce qui la pousse à agir de la sorte? Euh, euh, il y a quelque chose, si on revient un peu sur l'histoire de l'emprise, on pourrait parler de l'histoire d'une relation. C'est l'histoire d'une relation où existe un certain déséquilibre. C'est une relation qui se tisse sur le fil de deux blessures qui se rencontrent. Et ce que l'on voit d'une façon évidente, c'est, on pourrait quasiment dire, une forme de passion, une pression excessive, de la dépendance euh, et des fluctuations sur deux registres. Sur le registre de la reconnaissance, avec une survalorisation au départ et une humiliation par la suite, et sur le registre de la sécurité. C'est comme une scène, en fait, qui se déroule au sein d'un collectif qui est spectateur, et en étant spectateur, finalement, ce collectif devient acteur de la situation et peut-être légitime cette situation. Il y a une entrée quelque part en emprise et une vie de l'emprise. Peut-être pour être plus clair, on peut prendre une situation simple. C'est par exemple l'histoire d'une jeune femme qui a 27 ans et qui se retrouve dans un contexte où un homme d'une cinquantaine d'années, en fait de l'âge de son père, lui propose un poste en or. Elle ne devrait pas l'avoir, ce poste. Elle ne devrait pas l'avoir, elle n'a pas les compétences. Il lui propose ce poste, les autres associés disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ce recrutement. Il fait en sorte quand même de la recruter. Donc au départ, c'est une proposition démesurée qui ouvre d'une certaine façon à une lune de miel. Une lune de miel parce que dans un premier temps, on est dans la valorisation
cet homme demande à cette jeune femme comment elle va, il lui demande un certain nombre de choses sur elle. Probablement là, déjà, il y a quelque chose qui est grignoté dans le territoire de la personne. Et puis cette personne est heureuse quand même de donner ça, puisque dans son histoire à elle, euh, personne n'a jamais cru en elle, et certainement pas son père. Donc il y a quelque chose qui se noue à cet endroit-là. L'histoire, là en l'occurrence, d'une blessure de la reconnaissance, qui est énormément nourrie par ce manager, et une faim, cette femme a faim de reconnaissance. Donc il y a comme une sorte de lune de miel qui se crée. Mais c'est une lune de miel, en fait, qui est nourrie par une dette. Quand vous offrez quelque chose à quelqu'un, et que d'une certaine façon c'est trop, c'est démesuré, en même temps que la personne accepte cette chose, en même temps commence à exister une dette. Euh, et tout le processus en fait de l'emprise va être conduit par ça. C'est une dette qui va être impossible à solder quelque part. Ça va commencer par, on peut dire, des hallucinations croisées, c'est-à-dire que chacun des deux va halluciner l'autre. Cet homme va penser vraiment que cette jeune femme est la perle rare. Il sera dans ce temps de passion où il va penser que c'est la perle rare. Et, et en même temps, cette jeune femme va se dire, enfin, j'ai trouvé le manager extraordinaire. Et petit à petit va s'opérer une traversée des frontières. Quand la passion va se réduire, il va y avoir une traversée des frontières. C'est-à-dire que ce manager va, pour continuer sur l'exemple, va habiter le monde de cette jeune femme. Il va avoir des mots, des demandes, des gestes déplacés qu'il n'aurait pas dû avoir. Et d'une certaine façon, cette jeune femme ne va pas arrêter cette attitude-là. C'est-à-dire qu'il va mettre un pied dans la porte et puis elle ne saura pas dire non une première fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, jusqu'au moment où ça va beaucoup trop loin. Donc c'est comme si on était en train de parler d'une forme d'initiation à l'abus. L'empreneur est en train de s'initier à l'abus dans sa relation à cette autre personne. Il apprend qu'il peut aller plus loin avec cette personne et d'une certaine façon, ça prend et ça accroche. L'empreneur enfle et en même temps que cet empreneur enfle et qu'il croit qu'il est tout puissant, l'empreneur rétrécit. Il lui a fait confiance, cette jeune femme a fait confiance à ce manager. Donc si elle lui dit non, ça suffit, on arrête là, si elle lui révèle qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, bah, dans le même temps, elle doit lui rendre toute la reconnaissance qu'il lui a donnée jusqu'à là. Euh, donc l'empreneur, à ce moment-là, il a besoin de se sentir à la hauteur et de se sécuriser. Il va redoubler d'efforts et c'est là où la descente va s'opérer. C'est comme une sorte de descente abyssale, une sorte de perte de contrôle sur lui-même. Euh, on peut dire même que la personne se déprend d'elle-même et elle va commencer à perdre l'image personnelle qui est la sienne jusqu'au moment où son corps va se mettre à crier. Systématiquement, dans tous les témoignages que j'ai pu recueillir, j'ai recueilli une centaine de témoignages, euh, à un moment, le corps se met à parler et il commence à crier. Je fais juste une explication. J'utilise le terme empreneur et emprenez. C'est d'une certaine façon un abus de langage. Je déteste mettre les personnes dans une case. C'est juste une facilité pour qu'on aille plus vite dans l'explication. Voilà. L'empreneur est celui qui va générer une scène en fait où il va enfler, et l'empreneur est la personne qui est face à lui et qui va être à la recherche d'une reconnaissance, être à la recherche d'une sécurité, mais en même temps, quelque part, être le réceptacle de cette emprise et, dans le cas qui nous occupe, de cette violence. Oui, on voit que tout ce que tu nous dis là fait écho. Sandrine qui nous dit c'est exactement ce qu'elle a vécu. Donc oui, c'est bien de pouvoir enfin en parler et mettre les mots sur ce qui se passe. Je vais juste interrompre puisqu'il y a une question de Séverine qui demandait est-ce qu'il y a forcément une dette pour avoir emprise? Ma recherche n'est pas exhaustive. Hein.
elle a notamment été se sourcer auprès d'énormément de personnes en fait, qui ont vécu ces situations-là. Elle a été se sourcer auprès d'avocats, de juges, de syndicalistes. Et systématiquement, en tout cas dans toutes les situations qui m'ont été rapportées, il y avait cette histoire de dette. Il y avait cette histoire de dette, c'est-à-dire que dans le jeu des blessures des uns et des autres, en fait, euh, je vais allouer quelque chose finalement dont l'autre n'est pas, on pourrait dire quasiment à la hauteur. Et donc, à un moment ou à un autre, il va se mettre à rembourser. Je m'autorise à répondre un peu plus longuement à cette question. Oui, vas-y, J'avais je t'en fait un prie. parallèle entre l'emprise et la torture. Et dans ces situations, en fait, on a également quelque chose qui va réduire l'autre progressivement. Il y a toujours, c'est pas tant qu'il y a de la dette, mais c'est qu'il y a une perception de la dette. C'est comme si la personne en face devait quelque chose, une réponse, une réaction, une action qui soit à la hauteur de ce qui est donné. Et tant que la personne ne répond pas, et l'empreneur va faire tout son possible en fait pour que cette personne ne réponde pas, cette personne va se retrouver en devoir de répondre. Jusqu'au moment où elle prend conscience qu'on a été trop loin et qu'il faut s'arrêter quand elle en prend conscience. Est-ce que Nicolas nous demande s'il y a toujours un rapport hiérarchique? Alors non, Ouais. pas systématiquement. Dans pas mal de situations, il y a quelque part un abus de position dominante parce qu'il y a une hiérarchie, mais euh, l'emprise que l'on vit en entreprise est finalement la cousine de l'emprise que l'on pourrait vivre partout ailleurs. Euh, c'est l'emprise qu'on pourrait vivre dans un couple. Euh, donc il n'y a pas obligatoirement de positionnement hiérarchique, mais il y a un ascendant d'une personne sur l'autre. Merci Wadi pour ces explications. Dans le livre, tu donnes pas mal d'exemples justement qui permettent de resituer voilà, ce qui se passe concrètement. Mais souvent, c'est des exemples d'emprise vis-à-vis des femmes. Est-ce qu'elles sont plus souvent victimes d'emprise que les hommes ou est-ce que c'est parce que les hommes en parlent moins Il y en a, mais ils n'en parlent pas. C'est la Alors, grande question. alors, je crois que tu as déjà répondu à la question. Alors, effectivement, quand j'ai lancé cette recherche, j'ai fait savoir en fait que j'étais à l'écoute de ces situations-là. Énormément de femmes s'est manifestées. On peut dire 8 ou 9 personnes sur 10 étaient des femmes. Mm. Je crois que la première raison que j'ai pu comprendre, que j'ai pu analyser, euh, et on le voit assez régulièrement, euh, je n'aime pas faire de généralité, mais habituellement, les femmes ont un accès à la parole qui est plus peut-être simple et un accès aussi aux émotions. Donc il y a quelque chose peut-être d'une facilité à dire que les hommes n'ont pas obligatoirement. Il y a peut-être quelque chose d'archétypal dans la position de l'homme qui consiste à dire non, même pas mal en fait. Hein. Donc c'est très difficile en fait quelquefois d'exprimer cette douleur-là. Donc ça c'est la première réponse, mais je crois qu'elle n'est pas suffisante. Je pense qu'il peut y avoir effectivement des situations plus communes en fait d'emprise vis-à-vis des femmes, du fait même peut-être de leur capacité d'écoute, de leur capacité à accueillir, peut-être du fait même de la culture qui les a mis plus en posture de réceptacle plutôt que une posture de puissance. J'aimerais rajouter à cela que dans les témoignages en fait que j'ai écoutés, euh, l'emprise n'est pas obligatoirement le fait de l'homme. Hein. Il y a notamment un témoignage où c'est une femme en grande puissance qui met en emprise une femme qui était très puissante aussi, mais qu'elle essaye de réduire. Merci. On a une petite question de Jean-Philippe qui demande s'il y a des terrains ou des contextes, notamment en entreprise, plus propices à l'emprise. Oui, les situations abordées parlaient très souvent d'un terrain où régnait l'anomie, anomos, pas de loi, c'est-à-dire finalement des contextes
où par exemple vous aviez un patron tout puissant qui faisait régner quelque part une terreur, et il n'y avait pas de loi ou de contre-pouvoir qui pouvait arrêter son geste. Donc ça pose toute la question des systèmes de régulation, évidemment. Hein. C'est-à-dire, où est-ce qu'on peut trouver des lieux de parole, d'expression, où il puisse y avoir des contre-pouvoirs. Donc il y a cette première réponse-là. Une deuxième réponse, ça peut être aussi compris quand on aborde le sujet de l'entreprise en elle-même. C'est-à-dire que l'entreprise d'aujourd'hui, ça te va que je plonge un peu là-dedans? Oui, vas-y. Oui. Ça sera très intéressant, oui. L'entreprise est au cœur de changements réguliers et quelque part dans une logique d'accélération permanente. Et sous couvert de productivité et d'excellence, la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut être amené à faire? Et ça, c'est vraiment une difficulté. C'est-à-dire que vous allez voir quelquefois dans le discours des entreprises, nous devons rester le leader, nous devons rester, ou alors nous devons sauver l'entreprise. Et quand on a mis un enjeu de cette taille-là, qu'est-ce qu'on peut se permettre en fait? En quoi ce discours-là peut devenir un alibi pour une torsion de certaines relations? Donc l'exemple que je donnais tout à l'heure n'est pas juste un exemple d'une petite entreprise où on se retrouve à 50 personnes et où il n'y a pas de loi. Dans de grandes entreprises, et il y a eu beaucoup de témoignages dans de grandes entreprises, il peut y avoir certains services où règne une anomie, où règne finalement la toute-puissance de quelqu'un. Et, euh, et dans ces grandes entreprises, il y a aussi quelque chose qu'on pourrait aborder de la culture de l'entreprise, qu'on appelle la culture de l'entreprise. Ceux qui m'écoutent et qui sont habitués à ces environnements d'entreprise sauront entendre que euh, on va souvent voir certaines personnes raconter des récits épiques, des narrations héroïques, donnant à lire, comme je le disais tout à l'heure, qu'il faut sauver l'entreprise, ou d'autres faits, d'autres grands faits, etc. Et tout ça irait bien si ça ne se justifiait pas par des gestes abusifs. On a le droit évidemment de sauver l'entreprise, on a le droit de la faire grandir, on a le droit de faire en sorte qu'elle reste leader, mais qu'est-ce que ça autorise? Et il y a quelque chose, pour être encore plus complet dans la réponse, il y a aussi dans les entreprises l'utilisation d'un champ sémantique particulier. C'est-à-dire qu'il y a un vocabulaire en entreprise. Je parlais d'alibi tout à l'heure. C'est quand même intéressant. Je crois que tu voulais m'interpeller sur les directions des ressources humaines Oui. dans notre discussion préalable. Euh, Ressources humaines, c'est déjà un oxymore. Comment est-ce qu'un humain peut être une ressource? C'est une vraie question. Quand on s'interroge sur certains sigles comme le PSE, un plan de sauvegarde de l'emploi, bon, ça s'appelle un plan de licenciement collectif en fait. Et sous couvert d'un certain champ lexical, on réduit finalement l'émotion. Victor Klemperer ou tout simplement en lisant George Orwell dans les années 42-43, expliquait très justement comment, en réduisant le champ lexical des uns et des autres, on n'arrivait plus à penser. Ça réduisait notre capacité de penser les situations. Donc, est-ce qu'il y a des terreaux, en fait, où cela peut prendre? Ça s'appelle un terreau où on a réduit notre capacité à penser la situation, notre capacité à penser tout court, et où on devient finalement des marionnettes d'un système plutôt que d'être acteur, ou mieux encore, l'auteur de notre histoire, l'auteur et l'acteur de notre histoire. Voilà. Donc, dans un contexte d'entreprise, il faut quand même rester vigilant, faire attention à sa propre autorité, comment continuer à faire autorité, et comment est-ce qu'on peut faire grandir les autres et grandir soi-même, et surtout prendre soin de soi. Oui, c'est ça justement ce que je voulais te demander à propos des DRH, c'est en fait quel rôle ils devraient jouer. En fait, tu constates l'absence d'espace de parole dans l'entreprise. Quelle forme ça pourrait prendre? Qu'est-ce qu'il faudrait, enfin, quelles sont les préconisations qu'on pourrait faire pour améliorer ça? Les, euh, la fonction des RH, quand on regarde les 100 dernières années, ça a commencé par ce qu'on appelait les fonctions personnelles. C'est-à-dire que c'était des personnes qui géraient administrativement une certaine population. Et puis, petit à petit, on a trouvé énormément d'appellations, les directeurs des ressources humaines,
la direction du capital humain. Tous ces termes-là ne sont pas neutres du tout. Et on a rajouté un H, en fait, hein, H comme humain. Ce H est porteur d'une promesse. Et les DRH que je peux croiser aujourd'hui, quand ils peuvent vraiment s'exprimer, me disent que souvent la promesse n'est pas au rendez-vous. Et même à très haut niveau, il m'est arrivé de rencontrer des DRH à un niveau groupe, dans de grands groupes mondiaux, qui déclaraient qu'ils étaient en flagrant délit d'impuissance et qui finissaient par donner leur démission. Pourquoi? Parce qu'on attend quelque part, la promesse c'est on va faire attention à ce fait humain dans l'entreprise. La réalité, c'est que très souvent, on demande aux DRH, aux responsables ressources humaines, d'être des gestionnaires. Nous sommes dans la culture de la gestion. L'entreprise a pu être à une époque une institution dotée d'une certaine politique. Hein, police, ça veut dire faire société, donc avec un sens. Et puis petit à petit, nous sommes descendus d'un trait au niveau d'une organisation qui a une certaine autorité. Puis aujourd'hui, on est dans l'entreprise qui se cale sur des variables, j'ai envie de dire, de performance, de productivité. C'est-à-dire que le maître mot, c'est la science de gestion. La science de gestion. Et ça devient la vérité. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut parer à un discours qui dirait l'entreprise va mal, donc il faut licencier? Est-ce qu'on a simplement le droit d'interroger ça? Et là, ça devient problématique. C'est-à-dire que si on ne crée pas des espaces pour pouvoir échanger autour de la souffrance d'un individu, cet individu lui-même peut-il s'autoriser de lui-même de dire non, ça ne va pas. Je ne suis pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Merci Wadi. Il y a une question, je vais la poser maintenant parce que justement elle fait sens et je la trouvais pas mal, la question de Johan. L'emprise ne commence-t-elle pas avant même d'être recrutée? L'utilisation abusive du marketing RH pour vendre du rêve, les fausses promesses pour attirer les candidats ne sont-elles pas des sources de l'emprise? Alors quelquefois, il y a des systèmes en prenant. Quand vous regardez certains articles, hein, on peut nommer des articles de la CFDT par exemple, autour de France Télécom par exemple, on voit comment un système emprise à un moment se met en place. L'entreprise doit licencier un certain nombre de personnes et un certain nombre de dirigeants ont été jugés coupables en fait hein, d'avoir mis en place un système pour faire partir les personnes. Donc on peut mettre en place un système, on peut penser un système maltraitant pour que les personnes, par exemple, quittent le navire. Ou, comme dans l'exemple qui est donné par Johan, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, Johan. Johan, pour évidemment capter de nouveaux talents. Faut rester dans le discernement par rapport à ces choses-là. Quand on fait une annonce de recrutement, c'est important de donner envie, c'est important de retracer ce qui peut être vraiment très passionnant dans l'aventure qui est proposée, mais il faut rester juste. C'est-à-dire qu'il faut ce grain de lucidité, de discernement pour ne pas vendre un rêve qui va être étouffé juste après. Je ne pense pas que l'entreprise peut se préparer avant que les personnes soient en lice, soient l'une face à l'autre quelque part. Ça, c'est compliqué. Parce qu'en fait, si on revient sur le cadre interpersonnel, je me souviens d'une secrétaire générale qui me disait, voilà, cet homme-là, on dit qu'il est harceleur, qu'il est emprenant avec telle femme. Et elle me disait, c'est vrai qu'il est lourd, c'est vrai que, etc. Mais moi, ça ne me fait rien du tout. Ce que je veux dire par là, c'est que l'emprise se vit dans la réalité de deux échanges. Il y a quelque chose qui prend ou qui ne prend pas. Je m'autorise juste à faire un complément, Herminie. Oui, je parle de harcèlement et d'emprise. Simplement peut-être pour distinguer les deux, avant qu'il y ait harcèlement, avant que ça soit patent et évident, c'est mon domaine de recherche, c'est la question de l'emprise, c'est-à-dire c'est qu'est-ce qui est nourri, qu'est-ce qui est subtil, qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à s'échapper de cet endroit-là et même quelque part à nommer ce qui est en train de nous arriver. Oui, c'est bien aussi de préciser, parce que souvent on a tendance à confondre voilà, quel est le rapport entre emprise, harcèlement. Tu fais bien de le repréciser.
Et aussi, on se demandait, dans le livre, souvent, dans tous les exemples que tu donnes, c'est justement les emprenés, donc les victimes, qui quittent l'entreprise et jamais l'empreneur, harceleur. Pourquoi? Tu as une Alors c'est explication ou? terrible, hein. Ouais. Ce que tu dis là est terrible. C'est effectivement ce que j'ai vu, j'allais dire assez systématiquement, mais on peut enlever le assez. Mmh. J'ai vu systématiquement se dérouler cela. Euh, Souvent dans les entreprises, celui qui porte l'emprise est détenteur d'un certain pouvoir qui lui a été conféré. Et donc la personne qui se retrouve face à lui va, quand elle en prend conscience, alerter. Mais quand elle va alerter, que va faire la personne qu'elle alerte? euh, Elle va peut-être porter le sujet, et certaines entreprises sont en train de faire émerger des systèmes pour vraiment mettre en place des systèmes d'écoute, en fait, pour permettre à la personne de s'ouvrir complètement et de dire le mal qui la touche. Euh, mais la plupart du temps, euh, l'une des meilleures façons de faire, c'est de taire la violence. C'est extrêmement difficile de s'avouer et d'avouer qu'il y a une violence qui est à l'œuvre. Et souvent, on va dire à la personne, écoute, euh, est-ce que tu, euh, est-ce que tu n'exagères pas, etc., etc. Quand ça commence à devenir patent, quand ça commence à devenir évident, on ne veut pas faire de vagues. Donc j'ai vu beaucoup de choses se produire. J'ai vu quelquefois des personnes partir à travers une promotion, donc ils n'étaient pas licenciés. On leur accordait une promotion Mmh. pour justifier le départ, et quelquefois ils géraient des équipes encore plus larges, ou quand quelquefois la situation était très très délicate et on se demandait quel dégât allait occasionner la personne, on pouvait la placer à un endroit de l'entreprise ou de l'usine. Je me souviens d'une situation en usine où elle ne serait pas en contact avec grand monde. C'est assez terrible, mais le courage est quelque chose. C'est difficile en fait, hein, quelquefois, d'avoir le courage de dire ça suffit et de mettre en place tout ce qui va bien pour que ça s'arrête, en sachant que, comme je le disais, les personnes en l'occurrence qui ont quand même une grande intelligence, hein, sinon ils ne seraient pas des empreneurs, mettent quand même un système en place pour se protéger. Il y a une intelligence de la protection en tout cas. Mmh. Et donc du coup, au quotidien, voilà, nous, chacun, les participants, quand on est témoin, d'emprise ou en tout cas qu'on pense être témoin d'emprise, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider quelqu'un à s'en sortir? Est-ce qu'il y a un rôle, pour les collègues à jouer? Alors, dans les premières situations que j'ai pu connaître, les premières situations me sont arrivées il y a une dizaine d'années. J'avais tendance à dire, mais c'est ça le mot en fait. On est dans des situations d'emprise. Ça ne sert absolument à rien. Je suis désolé, je donne une mauvaise réponse dès le départ. Ça ne sert absolument à rien de révéler à quelqu'un qui n'a pas encore vu qu'il est dans une situation de violence. Il Mmh. ne peut pas l'entendre, puisque c'est impossible. Cette jeune femme dont je vous parle, elle est encore prise dans son rêve, dans son idéal, qu'elle a trouvé la personne idyllique, même si elle souffre. Et j'aimerais rentrer dans les détails de ce qui se joue dans l'emprise pour savoir quoi faire. En fait, quand on est dans cette situation d'emprise, comme je vous le disais, en fait, il y a une personne qui grignote le territoire de l'autre. Et donc, cette autre personne, cette jeune femme par exemple, en l'occurrence, pour suivre l'exemple, euh, elle est d'une certaine façon habitée par l'autre. Elle est colonisée par l'autre. C'est-à-dire que quand elle part chez elle, quand elle aurait pu aller rencontrer des amis, quand elle aurait pu se nourrir décemment, non, ça continue à agir, ça continue à fonctionner. C'est-à-dire, il y a tout le système, tout le martèlement. Parce qu'après la survalorisation, comme je disais tout à l'heure, il y a de l'humiliation. J'ai vu une grande DRH d'un groupe mondial ne plus savoir taper sur un traitement de texte, tellement la notion de destruction avait fonctionné. Et la personne reste habitée par cet autre. En fait, elle se déprend d'elle-même, elle coupe les liens qui étaient extrêmement sains avec quelquefois sa famille, avec quelquefois son cercle amical, elle arrête de faire du sport, elle arrête de manger correctement.
Donc elle se départit quelque part de sa capacité de résilience. Donc peut-être la seule chose à faire, que l'on soit un autre employé, une autre personne dans le champ amical, c'est d'offrir ce qui n'existe plus, c'est-à-dire la parole. De la patience, de l'écoute, de l'accueil et de la parole. On ne pourra pas faire aller quelqu'un plus vite qu'il n'est possible d'aller. Donc c'est comment on l'accueille, on lui permet de parler et même de balbutier. En fait, avec l'emprise, on perd la parole. On se retrouve, comme Ferenczi le disait, dans un statut d'enfance. L'enfant, vous savez, qui n'a pas encore accès à la parole. Eh bien, il faut que la personne puisse remettre des mots là où les mots avaient disparu. Il faut qu'elle puisse redire ce qui l'a tellement touché profondément. Il faut qu'elle ose dire ça. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui résiste en disant bah, en fait non, c'est toi le problème. Parce que la croyance fondamentale de cette personne à ce moment-là, c'est de dire mais c'est moi le problème. C'est pas qu'il y a un problème, je suis le problème. Et face à cet homme ou face à cette femme qui a tellement cru en moi, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et donc, il faut quelque part lui proposer un lieu d'accueil amical, familial, etc. Et vous voyez à quelle difficulté on se prête si la personne est un peu isolée, qu'elle n'est pas dans un couple ou dans une famille ou qu'elle n'a pas d'amis, pas beaucoup d'amis. Donc c'est extrêmement difficile de sortir de cette prise-là si on est seul. L'une de nos ressources fondamentales, c'est le lien à l'autre. C'est voilà, aller voir quelqu'un dans la rue. Aujourd'hui, on peut le faire, lui sourire, peut-être ôter le masque quelques instants, dire bonjour à une boulangère. Enfin, ça, c'est quelque chose qui restaure le lien. Le lien à l'autre nous relie avec le monde entier. Et ça, c'est l'exercice d'emprise est un exercice qui abolit ce lien. Donc, il faut restaurer du lien, il faut restaurer de la parole. Merci Wadi. Et justement à ce sujet, alors je tiens juste à préciser pour ceux qui nous suivent de poser vos questions plutôt dans l'onglet questions que dans le chat. Ce sera plus simple pour moi pour suivre. Mais j'avais repéré du coup, je crois que c'était dans le chat, une question de Ahmed justement. Dans une situation d'emprise, comment réagir lorsque les collègues participent activement à l'écosystème toxique afin de sauver leur emploi, dans cet exemple-là? Parce que c'est vrai qu'il y a aussi ça, on n'a pas toujours de l'aide dans ses collègues. Est-ce que ça arrive souvent et comment réagir? Oui, alors ça aussi, c'est quand même assez terrible, cette histoire-là. C'est-à-dire que quelquefois, il se passe des situations de groupe. C'est-à-dire que finalement, si je fais partie des spectateurs, j'ai deux options. Enfin, j'en ai même plusieurs. Je peux avoir l'option de participer à, je peux avoir l'option de résister, et je peux avoir l'option de faire celui qui ne voit rien, mais qui agit quand même quelque part. Dans l'un des témoignages qui sont dans le livre, euh, c'est l'enfant roi aux yeux vitreux. On est dans cette situation-là. Il y a un homme que j'ai appris à connaître très longtemps après l'épisode d'emprise qu'il a vécu, 30 ans plus tard, et il m'a relaté cette situation-là. À l'époque, c'était un jeune juriste. On était vraiment dans l'essor total de la banque et des banques et de la finance. Et, et il se retrouve dans une société où un président fait loi. Et il a ce qu'on appelle plusieurs mares. Il y a une mare de ceux qui sont les favoris. Et puis il y a une mare des autres. Donc il se constitue en fait des espaces. Et la mare des favoris est invitée très souvent à déjeuner, valorisée, etc., etc. Et puis la mare des autres, euh, dans cette mare des autres, il y en a même deux sous-mares. Il y a la mare de ceux qui sont maltraités, et puis il y a ceux qui sont complètement inintéressants, qu'on ne regarde même pas. Donc, qui sont abandonnés quelque part, qui est une autre forme de maltraitance. Euh, et là, il va mettre dans la mare de ceux qui sont maltraités toutes les personnes qui ne le vont pas, qui ne lui permettent pas d'exprimer ses humeurs, etc., etc. Donc là, la question qui vient de se poser reflète quelque chose d'un fait collectif.
C'est-à-dire que quelquefois, il y a des histoires collectives qui viennent rajouter à l'emprise. Et peut-être que la personne est en train d'évoquer une situation particulière où certaines personnes se liguent vis-à-vis d'une tierce personne. Euh, Ce à quoi j'appelle, c'est vraiment à ce qu'on aille en finesse sur chaque situation. C'est extrêmement difficile de donner une réponse toute faite. Euh, et pendant que la question m'est posée, j'essaye de revoir des situations qui se sont déroulées. Mmh. Je pense à une situation notamment qui s'est déroulée avec une responsable de service où il y avait quelque part une vacance de poste. Une vacance de poste, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas vraiment les commandes et quand elle prenait les commandes, elle était un peu autoritaire. Et puis face à cette vacance de poste, deux personnes dans deux groupes distincts ont pris le pouvoir. Et on pourrait dire ce sont des personnes emprenantes, insupportables, difficiles, violentes, etc., etc. Et elles ont commencé à se battre entre services ou à se battre face à cette responsable. Donc elles ont pris une personne ou un groupe de personnes comme cible de leurs attaques. On pourrait le regarder basiquement comme ça. Mais on peut aller encore plus loin dans l'analyse en se disant, mais pourquoi elles ont pris le pouvoir à un moment? Qu'est-ce qu'il leur manquait? Quand on étudie ce qu'est un être humain, enfin, on a tous besoin de reconnaissance, on a tous besoin de sécurité. Donc, ce à quoi j'appelle, c'est qu'on ne stigmatise jamais. C'est pour ça que j'ai pris une précaution tout à l'heure en disant, attention, j'utilise le terme empreneur et emprenée. C'est une relation qui se joue ensemble. Il y a une personne qui participe à cette relation, quelquefois qui va aller très très loin, dans une logique de destruction et de domination, mais quelquefois dans ce jeu du chat et de la souris, quelquefois certaines personnes sont le chat et elles se transforment en souris et inversement. Donc il faut aller un peu subtilement dans chaque situation pour essayer de détricoter, de savoir ce qui se joue réellement. On n'est jamais... Après, chacun de nous a un paradigme de vie. Moi, mon paradigme personnel, et peut-être certains vont le trouver naïf, je crois en l'être humain. Donc, j'ai pas l'impression qu'on va être dans une violence juste pour. Il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs qui ont été dans le sens inverse, parce qu'on est violent de nature. Je pense qu'à un moment ou à l'autre, on exerce une violence parce qu'il y a quelque chose qui nous frustre archaïquement quelque part, profondément. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas pour justifier ce qui se joue, c'est pour comprendre ce qui se joue. Certaines personnes pourraient être choquées par le fait d'essayer de donner des raisons à ce qui se joue. Et Mais justement, juste pour te ouais. dire, on a eu une remarque de Marine qui dit que tu as parlé de la blessure de l'emprené, quid de celle de l'empreneur? Je pense que ça se rejoint justement. Tu réponds à 2 questions en une. Vas-y, poursuis. Pour être honnête, j'ai eu beaucoup plus d'emprenés que d'empreneurs. En fait, quelquefois dans les entreprises, on m'a demandé d'accompagner des personnes qui n'étaient pas encore classifiées comme harceleurs, empreneurs, mais qui avaient vraiment besoin d'une aide et d'un soutien et d'un accompagnement, parce que sinon, euh, il y a quelque chose qui allait se passer et qu'on ne pourrait plus compter sur eux et qu'on avait envie de continuer à compter sur eux. Donc certaines entreprises sont quand même attentives à ça. Et en faisant ce travail, en faisant ce chemin, j'ai revu exactement les mêmes blessures en face. Je donne un exemple pour que mon propos ne soit pas théorique. Je pense à un manager où une personne s'était retrouvée en de travail, puis une deuxième, puis une troisième, jusqu'à la cinquième qui part pour dépression. Et on me demande de l'accompagner, et ça a l'air d'être un homme assez extraordinaire, jovial, ouvert, sensible, jusqu'au moment de l'entretien que j'ai avec son manager et la personne des ressources humaines, où cette personne, je la pousse à parler, enfin j'ai besoin de savoir ce qu'elle a dans les tripes. Et elle me dit, moi, avec les hauts potentiels, j'ai pas de problème, c'est avec les autres. Donc une sorte d'exigence d'excellence. Bon, c'était un premier signe. Et petit à petit, en fait, on a fait quelques séances. Plus tard, il me dira, les 3-4 premières séances n'ont servi à rien. En fait, j'étais juste en train de faire alliance avec lui, juste en train de lui dire que je ne le jugerai jamais. J'essaierai juste de comprendre, en fait, pourquoi il y a certaines choses qui se passent de cette façon-là. Et quand il a vraiment compris ça, il m'a parlé d'énormément de choses.
Il m'a parlé là aussi de ses relations parentales avec son père notamment, où son père n'était jamais, jamais, jamais satisfait, quoi qu'il fasse, et qu'il fallait qu'il se mette une pression terrible, et qu'il fallait qu'il aille encore plus loin, toujours plus loin, que ce n'était jamais suffisant. Et donc, bah, lui, quand il fait ça avec ses collaborateurs, collaboratrices, là aussi il y avait beaucoup de femmes, bah, c'était normal. Enfin, comment pourrait-on faire autrement? Donc ça, c'est un exemple. Le deuxième exemple de situation où j'ai rencontré des personnes qui pouvaient porter une emprise forte, c'était des personnes, euh, j'avais l'impression qu'elles avaient peur du vide quelque part. Et, et qu'il fallait qu'elles remplissent leur monde. Il y a une personne en particulier, euh, même quand elle partait dans des pays étrangers, elle s'adaptait au jet lag d'arrivée pour être sûre qu'elle serait efficace dès son arrivée. Enfin, il fallait qu'il n'y ait aucun moment vide, aucun vide en fait. Et ça, c'est assez fort. Donc l'autre, finalement, euh, je pense que c'est Lévinas qui dit, Emmanuel Lévinas qui dit, l'autre nous désencombre de nous-mêmes. C'est quand même énorme cette histoire-là. Mmh. L'autre nous désencombre de nous-mêmes. Euh, c'est c'est assez fort. C'est-à-dire que quand je suis face à cet autre, je peux le prendre comme terreau euh, quelque part pour faire vivre mon propre monde. Et ça peut être terrible. L'autre échappe tout le temps. Euh, c'est celui qui nous désencombre de nous. Euh, L'autre, c'est celui que je ne peux saisir. Donc, est-ce que je ne vais pas m'attacher à, à le saisir quelque part? Merci beaucoup, ouais, Wadi pour cette réponse complète. J'ai peut-être 2 questions en 1. Il y a d'abord Corinne, qui demande: «Est-ce que les personnes sous emprise sont forcément des personnes qui n'ont pas confiance en eux?» Hem Et Jean-Philippe, lui, qui demandait: «Y a-t-il des terrains ou des contextes, notamment d» ah non, ça c'est un peu différent. Je vais la poser après alors. D'abord la question de Corinne sur, les personnes qui n'ont pas confiance en elles. Est-ce que c'est principalement ça les en prenez? Alors, c'est très intéressant d'étudier la notion de confiance en soi. Mmh. Cum fides, avec foi. C'est-à-dire, est-ce que je peux aller avec foi vers moi? On pourrait parler de la confiance en soi, de l'estime de soi, de l'amour de soi. Euh, nous, sommes, nous sommes des humains. Nous sommes monstrueux, étymologiquement parlant. C'est-à-dire ce qui ne peut qu'être montré. Tu vois, Herminie, je ne pourrais jamais savoir qui tu es. Je ne peux que dire, voilà, c'est Herminie. Je ne pourrais jamais me saisir totalement de toi, heureusement. Heureusement. L'autre, c'est celui qui nous échappe tout le temps. Mmh. Et donc cet être totalement vulnérable, quelquefois fragile et blessé, a vécu son histoire. Il a vécu son histoire en ayant quelques failles au niveau de la reconnaissance, comme on l'a dit, au niveau de la sécurité. Euh, L'une des personnes que j'ai accompagnées était directeur général. Il avait tout le temps des fièvres quand il devait négocier ses primes semestrielles. Il était vraiment très tranquille dans la vie au niveau des revenus, mais à chaque fois, il avait des fièvres parce qu'il avait peur de ne pas avoir la prime. Et quand je l'ai interpellé là-dessus, il m'a dit, mais tu vois, Wadi, cet homme qui est sur ce banc devant le parc Monceau, on n'était pas loin du parc Monceau, bah, j'ai pas envie d'être à sa place. Il était impossible qu'il soit à sa place. Mais il avait cette blessure de la sécurité. D'autres ont la blessure du lien. Ils ont pu se sentir abandonnés à un moment où on a pu couper avec eux. Et encore d'autres n'ont pas eu, se sont sentis impuissants à certains moments, n'ont pas eu une capacité d'action. Nous sommes tous des êtres blessés. Donc, comment est-ce qu'on peut questionner la confiance en soi, pour revenir à la question? La confiance en soi, c'est qu'on fait ce travail d'aller au plus près de ces blessures et de les soigner. D'arrêter de se raconter que nous sommes des chevaliers aux armures incroyables et que nous sommes plus forts que tout. Nous sommes des êtres vulnérables. Vulnus, ça veut dire la blessure. Nous sommes des êtres vulnérables et donc nous allons au monde avec cette vulnérabilité. Cette vulnérabilité, c'est une bonne nouvelle, c'est ces failles qui laissent passer aussi la lumière. Si nous étions invulnérables, nous serions des dieux et nous n'aurions pas grand-chose à faire sur Terre. Donc nous sommes dans cette vulnérabilité, mais si on prend soin, si on se rend compte qu'on a telle et telle blessure et qu'on arrive à prendre soin de soi, à faire attention à soi, on peut aller progressivement vers la confiance en soi
l'estime de soi ou l'amour de soi. Ce que je veux dire, c'est que la notion de confiance en soi n'est jamais gagnée. Et chaque autre peut nous mettre en contact avec des zones d'ombre qu'on n'a jamais imaginées jusqu'à là. Donc c'est quelque chose qui cherche toujours à être bâti quelque part, cette confiance en soi. Mmh. Et oui, et du coup, je voulais recouper avec la question d'Hélène qui demandait justement si l'emprise vise un type de structure psychique particulière chez les emprenés. Mais bon, tu as déjà un peu répondu, non, en fait, ça peut arriver à tout le monde, en fait. Alors, je fais très attention dès qu'on parle de structure psychique. C'est pas pour me dédouaner d'un diagnostic, mais dès d'ailleurs qu'on fait un diagnostic où on place l'autre. Euh, donc c'est une question de relation, c'est un moment, un contact qui prend entre une personne et une autre, et on sent bien qu'il y a quelque chose qui va se jouer dans cette danse-là. Donc si on parle de structure psychique, peut-être qu'on est en train d'évoquer, j'ai envie de dire, d'autres soucis. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère où on stigmatise tout le monde, son voisin de palier, son conjoint ou sa compagne, ou alors son patron de pervers narcissique. Voilà. C'est une très très belle façon de mettre l'autre dans une case et de ne plus jamais l'en sortir. Et parce que c'est ça en fait, hein, dès qu'on met quelqu'un dans une case et qu'on n'essaye pas obligatoirement de comprendre, on, on se met en difficulté de trouver une solution à ce qui est en train de se jouer entre nous. Donc l'idée c'est d'essayer de comprendre finement qu'est-ce qui se joue sur cette danse de la relation, qui peut être une danse mortifère. Quelquefois, très très rarement, je me suis retrouvé face à des personnes extrêmement manipulatrices, objetissantes, où, où il me semblait, et je suis très précautionneux quand je dis ça, et quand je dis ça, je parle de 3 personnes sur des centaines de personnes que j'ai pu accompagner, où il me semblait même que ça me tordait le ventre en fait. Vous voyez que la chambre de résonance, c'est encore le corps. Le corps renvoie des signaux. Et plus on est à l'écoute du corps, plus on sait saisir ces signaux. Il y a même une situation où on m'a demandé une médiation, où je suis revenu vers le prescripteur en lui disant j'arrête le travail. Il y a quelque chose qui ne me va pas dans ce qui est en train de se dérouler. Je pense que cette personne-là est en danger et je pose quelque chose que vous ne m'avez pas demandé, là en l'occurrence un diagnostic, sur cette autre personne. Il faut arrêter ça. Et je sentais que la personne n'allait pas tenir compte de ce que j'avais dit, donc j'ai rajouté, et si plus tard, il y a un événement fort qui vient vous perturber, je vous ai envoyé un rapport et vous ne pourrez pas dire que vous ne l'avez pas reçu. Voilà. Donc, à certains moments, on peut se retrouver face à des personnes qui, et j'essaie de répondre à la question, dont le noyau dur narcissique a été atteint. C'est souvent, voilà, ce sont souvent des personnes qui, dans l'enfance, ont été très fortement touchées et qui ont une structure effectivement psychique qui est atteinte. Et dans ces cas-là, voilà, il y a probablement un travail à faire, mais ce n'est pas ce que je décris dans la situation de l'emprise. J'essaye en fait dans les questions d'emprise de décrire ce qu'est l'emprise ordinaire. Mais même cette emprise ordinaire, comme le dirait Hannah Arendt, qui peut devenir monstrueuse. On peut retrouver beaucoup de mal et beaucoup de destruction avec cette emprise ordinaire. Et de cette emprise-là, on peut vraiment faire quelque chose. Merci, Wadi, effectivement. Une dernière petite question. Christophe demande si avec le télétravail forcé depuis 1 an, est-ce qu'il y a une recrudescence de l'emprise au travail au même titre que le burn-out? Oui. Merci pour cette question parce que quand il y a eu confinement, moi j'étais déjà en train de travailler avec certains groupes, certaines équipes sur ces situations-là. Et j'étais vraiment interrogatif. Voilà, je me demandais qu'est-ce qui allait se produire en fait. Est-ce que ça allait simplifier les choses ou les accentuer? En fait, la réponse est double. Pour certaines personnes, le fait d'avoir pu échapper à la situation physique d'emprise a permis d'avoir un retrait salvateur. Et souvent, elles sont parties de l'entreprise d'ailleurs et du service. Pour d'autres, qui se sentaient maltraités, euh, j'ai envie de dire, la violence était encore plus terrible. Elles ont pu se sentir, pour le coup, abandonnées, réduites à rien,
ou pour d'autres, maltraiter autrement. Parce que succession de mails, vous savez, nous sommes face à un écran là. Et là, vous avez une chance, c'est que vous me voyez, mais moi, je ne vous vois pas. Donc, je ne peux pas faire éruption chez vous. Mais la visio, c'est extraordinaire, et puis ça nous donne accès à la voix et au regard. Mais ce regard, il peut être intrusif. Donc, je vois aussi le champ qui est le tien, qui est celui de l'autre. Et ça peut être extrêmement malveillant. Moi, ce que j'ai noté, c'est que quand on avait quelques soucis de management, je fais juste une analyse, quand on avait quelques problématiques au niveau managérial, elles n'étaient qu'amplifiées par la distance. Et puis les managers qui étaient et engagés, qui essayaient d'avoir des relations respectueuses, généralement portaient encore plus d'attention aux autres, et généralement avaient une charge d'ailleurs supérieure à une situation de déconfinement. Donc il y a ça, et juste pour répondre d'une deuxième façon à cette question, euh, effectivement, on m'a appelé sur plus de situations, j'ai envie de dire de détresse morale et psychique, de relations qui se tordaient, et effectivement de burn-out. Et on pourrait peut-être une autre fois interroger le burn-out, qui est aussi une certaine façon de faire prise sur soi-même, en fait, et en même temps de se déprendre de soi. Ça dépend comment on regarde le fait. En fait, tout ce travail-là amène à réfléchir sur le souci de soi. Michel Foucault a beaucoup travaillé sur cette question en partant des philosophes grecs sur les bonnes façons de prendre soin de soi et de vivre une vie comme on la souhaite. Et je crois que après cette question de l'emprise et après être descendu sur les torsions de cette emprise, la belle chose à faire, c'est de s'interroger sur le souci de soi, c'est-à-dire comment on peut faire lien avec soi, comment on peut réhabiliter quelque chose avec soi, comment on peut se réconcilier avec soi pour pouvoir aller se réconcilier avec les autres, réhabiliter le lien aux autres, et pourquoi pas faire naître de nouveaux collectifs, une nouvelle façon de faire société ensemble. Et pour conclure, une peut-être dernière question sur une petite touche d'espoir. Comment est-ce qu'on peut se reconstruire pour l'après Alors, c'était inclus dans ce que je viens de dire, c'est-à-dire que, alors déjà, je n'aime pas les happy end pour faire du happy end, mais la reconstruction, c'est exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire c'est une éducation à soi. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde qui va vite, nous sommes dans un monde qui nous pousse quelque part loin de nos désirs profonds. On est un peu comme Ulysse, on est parti très loin de chez nous, il faut revenir à nos origines, à notre désir original. Finalement, nous nous retrouvons souvent comme acteurs du scénario de quelqu'un d'autre. La réponse à cette question, c'est comment est-ce qu'on peut devenir auteur et acteur de son propre scénario? Et l'une des réponses pour ça, pour moi, c'est vraiment une éducation à soi et une éducation à l'autre. C'est-à-dire comment je peux me prendre en considération, comment je peux faire attention à moi, comment je peux partir fort vers le monde, mais pas tout puissant, pour pouvoir faire lien avec d'autres. Voilà. Merci beaucoup, Wadi. L'heure tourne, donc on va devoir s'arrêter là. Désolée pour toutes les personnes dont on n'aura pas pu répondre aux questions. Je vous invite à consulter donc le livre de Wadi, L'emprise au travail, la comprendre sans libérer. Hop, pardon, je me suis trompée d'affichage. Hop, excusez-moi, c'était ici, voilà. Alors, donc le livre que vous revoyez ici, donc qui est disponible sur le site des éditions ESF Sciences Humaines, esf-scienceshumaines.fr, en version papier et numérique. Donc voilà, n'hésitez pas. Il y a aussi l'extrait le début, l'introduction, ainsi que le sommaire sont disponibles en téléchargement gratuitement sur notre site. Donc n'hésitez pas à le consulter. Et puis, pour nous suivre notre actualité chez les éditions ESF et les prochains webinaires, vous pouvez donc nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn ou directement donc en consultant notre site internet. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre.
Et puis, je tiens à vous remercier tous d'avoir été aussi nombreux ce soir à nous suivre. Et merci Wadi. Merci beaucoup Herminie, merci à vous tous de vous intéresser à cette question sensible. Et voilà, c'est une recherche. Je crois qu'on a tous à conduire cette. Oui, Merci à tout toutes. à fait. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.